Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons aborder le cas des canons atomiques. Oui, parce que je me suis remis un petit peu à jouer, et y compris un jeu de stratégie qui est un petit peu vieux que peut-être certains connaissent avec Ruse. Et dedans il y avait les canons atomiques. Et je me suis dit tiens, pourquoi ne pas faire une vidéo dessus, parce que c'est vrai que c'est très peu abordé dans l'histoire générale. Donc nous allons aborder le cas des canons atomiques américains, enfin avec un canon atomique en particulier, mais aussi soviétique. Là, c'était un petit peu plus difficile à trouver. Mais je tiens à vous souhaiter aussi une bonne année 2025, en espérant que vous ayez passé de bonnes fêtes. J'inaugure de mon côté le nouveau micro avec le nouveau matériel, donc s'il y a des choses qui ne vont pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est la première fois que j'utilise ce matériel, donc je tâtonne un petit peu au niveau des ajustements. Allez, sans plus tarder, c'est parti. En 1949, les États-Unis planchent sur leur premier missile balistique. Avec l'aide du savant allemand Wernher von Braun, la mise au point de ces nouvelles armes reste cependant complexe et leur application militaire immédiate est hasardeuse. Dans le même temps, les relations entre les États-Unis et l'URSS tendent à se crisper, au point que les deux blocs se considèrent désormais comme des adversaires. C'est dans ce contexte que le Pentagone apprend que les communistes travaillent sur des armements atomiques. Outre le renforcement de la flotte de bombardiers stratégiques B-29, principaux vecteurs de la force nucléaire américaine à cette époque, Washington décide de faire plancher ses chercheurs sur un canon à longue portée, mobile, capable de réagir rapidement au moindre changement de situation et surtout apte à tirer un obus atomique. En novembre 1949, l'Army lance un appel d'offres pour la mise au point d'un canon capable de tirer des projectiles atomiques. La firme Picatinny Arsenal, située dans le New Jersey, est alors chargée de développer cet ambitieux programme. Pour réduire le temps de développement, les ingénieurs américains vont s'inspirer du canon sur rail allemand 28 cm Canon 5 Eichbahn, dont un exemplaire a été testé au polygone d'essai du camp d'Aberdeen dans le Marineland. Pour réduire la masse du canon, le tube est raccourci à 13,13 mètres contre 21,538 mètres pour le K5. Une diminution qui ne sera pas sans incidence sur les performances balistiques du futur canon atomique. Toutefois, sans cette modification, la pièce aurait été bien trop encombrante pour un déploiement en Europe occidentale et centrale. Le 15 octobre 1952, le prototype du canon atomique de 11 pouces est enfin achevé. Tracter le canon atomique semble pourtant impossible. Trop lourd, il dépasse de loin les capacités de tracteur habituellement employées par l'armée. Les ingénieurs américains décident alors d'utiliser le concept de double-ender ou le concept bicéphale. Une plateforme est rattachée à un camion dit tracteur, tandis qu'un second camion dit pousseur prend place à l'arrière. Pour assurer un maximum de traction-propulsion, les deux engins adoptent bien sûr des transmissions à 4 roues motrices. Maniable, l'engin est apte à emprunter le réseau routier européen tout en permettant une mise en batterie rapide de la pièce d'artillerie. Le canon est suspendu entre deux véhicules grâce à son berceau. Chaque engin est autonome et peut manœuvrer indépendamment de l'autre. Ils peuvent pivoter sur eux-mêmes de façon à former un angle droit avec le berceau. Grâce à cette caractéristique, l'attelage peut tourner dans des rues de 8,5 mètres de large. Lors de la mise en batterie, le berceau peut être désolidarisé de l'ensemble et déposé sur le sol grâce à un bras hydraulique monté sur chaque camion. Le double attelage se révèle suffisamment robuste pour encaisser les 75,16 tonnes de l'ensemble et suffisamment performant pour atteindre tout de même une vitesse de 56 km/h sur route. 20 exemplaires du T-10 Transporter sont alors commandés en 1952, le dernier étant livré en 1953. L'attelage et le canon de 280 mm sont officiellement référencés M65 dans la nomenclature américaine. Fin 1952, les canons atomiques sont déclarés opérationnels et acceptés au sein de l'arsenal américain. Comme prévu, les M65 sont déployés sur le continent européen au sein de la 7e armée américaine pour faire face à une éventuelle offensive de l'armée rouge. Cette dernière considère d'ailleurs comme sérieuse la menace représentée par les Atomic Annie, au point que les servants des M65 passeront beaucoup de temps à se cacher dans les forêts allemandes afin de réduire les risques d'attaque préventive.
Son poids de 75,16 tonnes gêne considérablement son déploiement stratégique. Impossible à transporter par la voie des airs, le M65 doit systématiquement emprunter le réseau routier lors de tous ses déplacements. Malgré une maniabilité exceptionnelle pour un attelage de cette taille, les canons atomiques souffrent lors de ces manœuvres. Ou plutôt, ils font aussi souffrir les infrastructures routières allemandes. Bien des carrefours gardent un souvenir impérissable du passage de ces immenses convois. Les campagnes de tir à obus conventionnels sont assez rares car le tube s'use très rapidement. Faute de tubes de rechange en nombre suffisant, les autorités militaires américaines préfèrent limiter les entraînements et se contentent de faire voyager les 280 mm en Allemagne pour familiariser équipage et servants avec le gabarit conséquent de l'attelage. Mais lorsque le canon atomique débarque en Europe, d'aucuns le considèrent déjà comme obsolète compte tenu de la multiplication des vecteurs lancés par l'aviation et surtout par les progrès de la technique. Les ingénieurs sont en effet parvenus à suffisamment miniaturiser les charges atomiques pour qu'elles prennent place dans des obus de 155 mm et de 203 mm. Les pièces d'artillerie correspondantes se révèlent infiniment plus maniables et surtout plus discrètes que les lourds 280 mm. Les 20 atomiques Annie commencent à être retirés du service actif dans le courant de l'année 1957. En 1960, les canons sont rayés des cadres et les 8 exemplaires survivants servent de monuments dans diverses casernes américaines. Le seul obus atomique tiré par un canon de 280 mm l'est sur le sol américain, le 25 mai 1953 à 8h30 heure locale dans le désert du Nevada. Lors de l'opération Upshot Conlec, le M65 numéro 9 tire un obus d'une puissance estimée à 15 kilotonnes à une distance de 10 km, 27 selon d'autres sources. Le projectile explose à 160 mètres au-dessus du sol. Point d'orgue de la série d'exercices Desert Rocket 5, cet essai reste dans l'histoire comme le seul tir d'obus atomique réalisé par l'armée américaine. Maintenant que nous avons abordé le cas américain, nous allons passer au cas soviétique, parce que je ne savais même pas que les soviétiques avaient aussi développé leur propre canon atomique, mais selon une doctrine bien différente, vous allez le voir. Dans les années 50, Moscou apprend l'existence du canon américain M65 de 280 mm, capable de projeter un obus doté d'une charge nucléaire W9 de 15 kilotonnes à une dizaine de kilomètres. Cette pièce est testée avec une ogive nucléaire en mai 53 et déployée en Allemagne. Pour contrer cette menace, les soviétiques décident de développer un système d'armes similaire mais plus performant. En effet, le M65 est, comme nous l'avons vu, tracté et demande une logistique lourde et un temps de mise en batterie assez conséquent. En effet, le M65, comme nous l'avons vu, est tracté et demande une logistique lourde et de temps de mise en batterie assez conséquent, tout en étant vulnérable évidemment une fois le tir effectué. Pour donner de la mobilité à une pièce d'artillerie de très gros calibre, les soviétiques décident de reprendre le châssis du char lourd T-10M ou l'ex-IS-10 équipé d'un moteur 12.6B développant 750 chevaux. Il est alors modifié sous la désignation d'Object 271. Ainsi, une 8e paire de galets et un galet de retour sont rajoutés, le barbotin et le moteur restant à l'arrière comme sur le T10. La tourelle est évidemment supprimée, tout comme la superstructure. Parallèlement, en 1955, le bureau d'études de l'ingénieur Vassili Gravilovitch Grabin planche sur un tube SM54 de 406 mm d'une longueur de 30 calibres qui semble être d'ailleurs dérivé d'un canon de la marine datant de 1939. En 1956, l'usine de Kirov de Leningrad réunit les deux éléments et donne naissance au canon automoteur 2A3 condensator 2P. D'ailleurs, petite anecdote, il est à noter que dans la nomenclature du matériel soviétique, le 2 est réservé à l'artillerie et il devait être accompagné par la lettre S qui est réservée à l'artillerie automotrice, le A étant celui des tractés. Cet automoteur est servi par un équipage de 8 hommes, mais le seul pilote trouve sa place sur l'engin, d'où la nécessité d'au moins un autre véhicule pour les servants. Le transport des munitions et des calculateurs demande également des plateformes spécialisées. Le 2A3 condensator 2P, maintenant je vais dire 2A3 ce sera plus simple, dont la longueur dépasse les 20 mètres,
est capable théoriquement d'expédier un projectile nucléaire RDS-41 pesant tout de même de 470 à 570 kg selon la tête embarquée et jusqu'à 14 kilotonnes, soit la puissance de la bombe atomique de Little Ball lancée sur Hiroshima, à une distance maximale de 25 km/h et à la cadence de tir d'un coup toutes les 5 minutes, avec une vitesse initiale de l'obus de 716 mètres par seconde. Cette valeur faible s'explique par le poids des munitions et le manque d'espace permettant un approvisionnement rapide. De plus, le système de fermeture de la culasse originale ne semble pas compatible avec un dispositif semi-automatique. L'obus est de type classique, non encartouché, et demande donc l'ajout de charges propulsives. La séance de chargement est alors assez longue. Il n'existe aucun système de pointage en direction, les tourillons étant fixés à la superstructure. La mise en direction devait être effectuée par le pilote, puis un moteur électrique auxiliaire permet de parachever le pointage, toujours par ripage des chenilles. La cabine de pilotage, abritant un seul siège, est à l'avant droit. Des volets de protection peuvent obstruer les vitres. L'usage et l'efficacité de ce dispositif lors d'un tir peut toutefois poser question. Le pilote dispose de 4 leviers pour manœuvrer sa monture. Un espace vide entre les deux flancs de la superstructure permet le recul du canon et son élévation. Le frein récupérateur est visible au-dessus du tube. Un mécanisme constitué d'une chaîne déroulante et de chargement, aussi désigné refouloir, est positionné du côté gauche et se place dans l'axe du chargement grâce à 2 pivots. Il retrouve sa position de repos pour les tirs. Une grue pivotante du même côté permet la manutention des charges entre le véhicule de transport et la planchette de refouloir. Le chargement s'effectue le tube à l'horizontale, ce qui augmente encore le temps entre 2 tirs. Une chaise de route maintient le tube immobile lors des déplacements. Les suspensions sont renforcées à la fois pour supporter le poids de 64 tonnes et d'encaisser le recul de l'engin. Rapidement, les 4 exemplaires assemblés montrent leurs limites. Difficiles à déployer du fait de leur masse peu mobile, même si la vitesse sur route est donnée pour 60 km/h. Ils s'avèrent de surcroît assez fragiles car les composants mécaniques de pointage résistent assez mal aux forces de recul et au souffle inhérent à l'ouverture du feu. Pour vous donner un ordre d'idée, le 2A3 recule de plusieurs mètres au départ du coup. Dans ces conditions, un engin plus abouti va alors être développé, l'Object 273 qui se caractérise par son tube de 420 mm long de 20 mètres. Les suspensions sont équipées de 4 amortisseurs supplémentaires sur les galets avant pour mieux résister aux contraintes. Le prototype du 2B1 Oka est prêt en 1957 et s'avère capable de projeter un obus de 750 kg à 45 km, une distance importante qui réduit les risques d'être repéré par l'adversaire et limite les risques de contamination dans le cas d'utilisation de projectiles nucléaires. L'obus représenté au musée de Saint-Pétersbourg ressemble à une roquette et pose la question de sa propulsion, car la quantité d'explosifs pouvant être contenue dans la queue ne paraît pas être en adéquation avec les performances annoncées. La forme de l'obus semble en outre incompatible avec l'emploi de cargouses. Le poids de l'engin est donné pour 55 tonnes et une autonomie de 220 km. Il mesure 3 mètres de large et 5,5 mètres de haut. La cabine de pilotage est positionnée au centre avant et surmontée de la planchette de chargement. La grue de manutention est déplacée à sa droite. Sa vitesse sur route est de 30 km/h, qui n'est pas en fait un engin stratégique. Comme le 2A3, il n'est pas équipé de bêche et c'est la plateforme qui recule. Certaines sources indiquent que le 2B1 Oka parcourt alors 5 mètres en arrière à chaque tir. Mais les forces de recul sont telles que lors des essais, la boîte de vitesse finit par se décrocher de son logement et que le châssis en vient à se déformer. Il est aussi à noter que le nom de mortier ne lui correspond pas par rapport aux critères généralement acquis. C'est sans doute le fait que l'on ne retrouve aucun système de frein de recul ni de récupérateur qui est à l'origine de cette dénomination. Cette caractéristique de conception engendre bien évidemment les dégâts causés à l'engin après un tir. Finalement, la carrière opérationnelle de ces 4 canons automoteurs se limite à une démonstration dynamique lors d'une parade militaire sur la place rouge de Moscou en 1957.
En 1960, Nikita Khrouchtchev décide de les retirer du service actif en faveur des véhicules lance-missiles plus mobiles comme le 2K6 Luna, et au milieu des années 60, ils sont définitivement sortis des réserves. Il est peut-être légitime de se demander pourquoi les services d'armement soviétiques n'ont a priori pas étudié la possibilité de monter ces canons sur des châssis ferroviaires comme cela avait été fait lors des conflits antérieurs. Les avantages sont pourtant nombreux. Ainsi, les déplacements stratégiques et tactiques sont facilités, le camouflage est plus facile, tout comme l'approvisionnement. Sans compter que la résistance consécutive au recul se fait par déplacement libre sur la voie. Sans doute les contraintes techniques, poids, sont telles à cause de son non-emploi. Pour autant, il faut noter que le canon 2B1 Oka, pour les longs trajets de liaison, devait aussi tenir sur les matériels ferroviaires adaptés. Il se pourrait bien que leur mise à l'écart tienne plus de problèmes intrinsèques hypothéquant leur potentiel militaire. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.